Bonjour à tous. Merci d'avoir choisi de suivre notre plateau car on peut dire que le programme est riche et intéressant et j'imagine combien ça peut être parfois compliqué de choisir les thématiques puisqu'elles se croisent toutes. Je suis Cécile Pelletier, je vais être l'animatrice donc, de ce plateau sur un sujet qu'on va pas avoir la prétention de dire qu'on va traiter en 3 quarts d'heure. Souveraineté agricole, la Bretagne, terre d'innovation. Mais j'espère quand même qu'on va pouvoir amener quelques pistes, éclaircissements et puis messages positifs, comme l'a fait Loïc Chenet-Gérard à l'ouverture. Pour cela, je vais appeler à mes côtés, par ordre alphabétique, on va dire, Monsieur Yuen Loéac, qui est donc enseignant-chercheur à la Rennes Business School. Monsieur Jean-Baptiste Moussière, qui est directeur général de Even Agri. Monsieur Henri Souris-Lavergne, qui est directeur Bretagne-Pays de la Loire de Timac Agro Groupe Roulier, et Soisic Trottel, qui est éleveuse et également membre très actif de l'association Agriculteurs de Bretagne. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation sur un sujet un peu... Ouais, il faut qu'on se voit quand même. Voilà. On l'a découvert malheureusement avec cette crise et les conflits en Ukraine depuis le mois de février 2022, que la Russie et l'Ukraine étaient les greniers du monde. On a découvert aussi, alors c'est un économiste qui disait ça, je crois que c'était Friedman, qui disait qu'on a cru pendant longtemps que le monde était plat, dans le sens où les échanges commerciaux, de productivité, d'industrialisation étaient faits simplement pour l'optimisation des coûts. On découvre aujourd'hui que le monde n'est pas plat et que ce qui compte surtout, c'est l'assurance de la possibilité de se fournir. Voilà. Donc, de se fournir, d'être, je ne sais pas si on peut parler d'autosuffisance, n'allons pas jusque-là, mais en tout cas de s'assurer des fournisseurs et sans doute peut-être en n'ayant pas qu'un seul et en ayant plusieurs sources. On l'a vu encore donc avec Gazprom hier soir où la Première ministre nous a annoncé qu'il n'y avait pas de souci. Engie avait déjà d'autres solutions. Donc on comprend donc qu'il est important d'avoir des fournisseurs très différents. Nous, on va s'intéresser, je parle de ça parce qu'on parle de souveraineté agricole, et quand on parle de souveraineté, on est bien obligé de parler de rapport au monde, de mondialisation et de la question de la démondialisation ou pas. On va commencer avec le chercheur, parce que c'est toujours important de poser les choses de manière scientifique, surtout quand je viens d'annoncer que le monde était plat. Finalement, on ne l'est plus, donc c'est déjà, on a fait un bond comme ça dans les connaissances. Vous êtes économiste, spécialisé sur les comportements alimentaires. Vous avez notamment travaillé sur l'étude de l'impact, vous vous rappelez tous sans doute de ça, Manger, bouger, qui était une injonction de communication qui a marqué, je pense, les esprits. Et plus récemment, vous êtes expert sur l'analyse socio-économique à l'Agence nationale de la sécurité alimentaire. Ce qui m'intéresse, c'est comme vous le disiez, aujourd'hui, les enseignants-chercheurs ne sont plus... dans des laboratoires complètement désincarnés du terrain. Vous êtes, j'espère, vous n'êtes pas là pour ça. L'idée, c'est que vous participiez effectivement à des copiles, à des groupes de travail, et que vous puissiez du coup apporter une analyse supplémentaire à ce qu'on va pouvoir voir avec ces messieurs et madame. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui quand même nous parler un tout petit peu de l'évolution du comportement alimentaire ? On ne va pas se faire toute la chronologie, mais qu'est-ce qu'on est en train avec cette crise ukrainienne, cette crise climatique et cette crise aussi sociétale, qu'est-ce qu'on est en train de comprendre sur nos modifications d'alimentation, d'un point de vue consommateur et puis d'un point de vue industriel? Alors, du côté, bonjour à toutes et à tous. Du côté du consommateur et du citoyen, on découvre effectivement que le monde n'est pas plat et que le blé vient d'Ukraine, que la moutarde vient du Canada en réalité, et que pour des raisons différentes, géopolitiques d'un côté, climatiques, sécheresse au Canada, font qu'on a des problèmes d'approvisionnement et qu'il y a des produits qu'on ne trouve plus dans nos étals. La moutarde étant quand même un élément assez important au moment de l'été, avec les grillades. Donc le consommateur est directement confronté à ça. On
va pas balayer effectivement l'évolution du comportement du consommateur, mais il est assez multiple mais s'intéresse aux signaux envoyés par ceux qui le fournissent, les agriculteurs, les industriels, et aux efforts qu'ils peuvent faire dans le cadre de ces événements. Alors, notamment ici sur le climat, et puis sur une réappropriation des intrants dans la filière, et donc avec ce monde qui n'est plus plat, mais qui va où on va chercher à se sourcer différemment, voire à produire différemment, pour conserver cette fameuse souveraineté qui peut avoir deux déclinaisons. Souverain, c'est le chef, mais c'est aussi la capacité à se couvrir en cas de danger. Et finalement, c'est le rôle de nos filières de production, d'être capables de pouvoir maintenir sa production pour continuer à assurer le fait d'alimenter les populations. Et la Bretagne alimente sa population, mais elle alimente aussi très largement d'autres populations. Et donc là, la question de la souveraineté alimentaire et agricole, elle renvoie à cette capacité à se maintenir sur son territoire et finalement à nourrir les gens. Ça, c'est un premier aspect sur la souveraineté agricole. Par rapport au consommateur aussi qui a changé sa façon de consommer, c'est aussi qu'il a changé de regard aussi sur ces process de transformation de l'alimentation. Je pense que il y a deux effets. Effectivement, le consommateur, je prends un temps long, se posait pas forcément la question d'où venait ce qu'il mangeait, et le producteur produisait sans forcément savoir où allait son produit. Ça se rencontrait sur un marché, et puis les gens étaient nourris, les producteurs étaient payés. Et aujourd'hui, le consommateur demande à avoir de l'information sur d'où vient le produit, qui l'a produit, comment il l'a produit, est-ce qu'il respecte un certain nombre de valeurs auxquelles moi je fais attention maintenant. Et donc, le producteur qui produisait mécaniquement, parce qu'on lui avait dit on va produire ça, et puis je livre, et puis après, qu'est-ce que ça devient, je ne sais pas, c'est pas grave. Aujourd'hui, il est obligé de se réapproprier ça, ce qui était évoqué dans la table ronde précédente, de se rapprocher du consommateur pour savoir, mais si le consommateur, il veut, enfin, qu'est-ce qu'il veut, et en fait, la plupart du temps, je suis en capacité de lui fournir avec les bons messages. Et donc, c'est un échange là qui est nécessaire. Et à tous les niveaux de la filière. Alors, quand on est dans l'agrofourniture, c'est encore plus compliqué. Mais on va parler à l'agriculteur pour qu'il puisse avoir derrière le bon message pour l'industriel, qui aura le bon message derrière pour le consommateur. Alors, le bon message, c'est vrai qu'il y a eu l'injonction de produire beaucoup. Maintenant, il y a l'injonction surtout de produire mieux. Plus, effectivement, avec ce facteur aggravant ou opportuniste, de le faire différemment. Monsieur Henri Souvry-Lavergne, vous n'avez pas, évidemment, dans le temps qu'a donné Monsieur Loyac, vous êtes loin quand même de cette vision de on produit. Voilà, je pense que ça fait... c'est une entreprise que les Malouins connaissent bien, puisque c'est assez rare d'avoir Timac Agro, donc une usine intramuros et une autre un petit peu plus loin. Pour vous, cette proximité, cet ancrage local et territorial, est-ce que ça peut faire partie de cette souveraineté agricole dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire d'avoir... sans chercher à être forcément sur site, parce que c'est parfois un peu compliqué, on l'a vu, mais cette souveraineté d'avoir aussi, on va dire, pignon sur rue par rapport aux populations, et de dire, voilà, mon usine, elle est là, je suis industriel, je produis, on va parler de ce que vous produisez, de votre innovation. Est-ce que c'est important déjà cet ancrage territorial ? Alors, je vais peut-être déjà brièvement présenter la société, parce qu'on est, donc Timac Agro en France, une société avant tout industrielle, c'est-à-dire qu'on dispose d'un parc de sites industriels. En France, c'est à peu près 23 sites industriels, ce qui est une dimension assez importante dans notre domaine d'activité. Et également une société commerciale, puisque nous disposons de notre propre force commerciale qui va commercialiser les innovations, les produits technologiques que nous produisons dans nos usines. Vous parlez de proximité
et quelque part de flexibilité industrielle. C'est une philosophie qui est très présente chez nous, hein, puisque 23 sites industriels, vous imaginez, en France, ce qui nous donne la possibilité d'être proche finalement de nos clients, parce que de l'agriculture, à peu de choses près, il y en a partout en France, hein, alors dans des proportions diverses en fonction des régions, mais c'est quelque chose de très important pour nous, parce qu'on veut s'inscrire justement dans cette, quelque part, réponse en circuit court. On produit localement sur des sites industriels qui sont implantés dans des économies locales, près de l'utilisation finale, et via un circuit de commercialisation, si vous voulez, qui nous permet de nous adresser directement aux problématiques locales des agriculteurs. On a la chance en France d'avoir une agriculture qui est extrêmement variée, hein. Vous n'avez pas les mêmes enjeux en Bretagne que si vous êtes polyculteur en Bretagne, ou si vous êtes viticulteur, par exemple, dans le sud de la France. Et donc cette proximité, qui est extrêmement importante pour nous permet, via notre réseau commercial, via notre réseau d'experts en agronomie et en zootechnie, de comprendre les problématiques du moment de l'agriculteur, et puis d'y répondre grâce à notre flexibilité industrielle, et en amont grâce à notre centre d'innovation. C'est-à-dire qu'on a un centre d'innovation qui est à Saint-Malo, hein, qu'on croise, hein, un magnifique bâtiment qui s'appelle le CMI, Centre mondial d'innovation, et qui est une innovation qui est corrélée au terrain. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de recherche fondamentale, c'est pas notre rôle, mais par contre on va essayer de répondre via ces chercheurs, via ce centre de recherche, aux problématiques extrêmement locales. Pour nous, la clé, c'est de répondre localement et de manière juste et ajustée aux problématiques de l'agriculteur. Il n'y a pas une agriculture, il y a des agricultures, et il y a donc des solutions qui sont diverses, qu'elles soient agronomiques, zootechniques, etc. Donc effectivement, oui, c'est la clé pour nous, et je pense pour le monde de demain, hein, c'est de comprendre ces particularités qui existent dans le monde agricole, et c'est d'avoir des solutions adaptées, sur mesure, pour être en mesure d'y répondre. Je parlais d'ancrage local aussi, parce que votre Timac Agro a été créé sur une innovation dont je pense on va entendre de plus en plus parler, puisque quand on parlait d'intrants tout à l'heure et d'engrais, c'est vrai que là encore, si l'Ukraine et la Russie sont le grenier du monde, c'est aussi eux les principaux fournisseurs d'azote, notamment, qui permettent de faire des engrais. Et vous avez trouvé une solution de substitution, dont vous garderez le secret industriel, je ne vous demanderai rien, mais qui est fait quand même à partir d'un gisement qu'on peut trouver particulièrement en Bretagne. Est-ce que vous pouvez en parler ? Alors, je pense c'est sûrement plus compliqué que ça. Il y a méprise. Il n'y a pas de solution. C'est-à-dire que l'agriculture a besoin d'azote. Il faudra de l'azote. Il y a des fournisseurs qui sont divers et variés, d'origines diverses, etc. Mais nous, on s'attache beaucoup à travailler sur l'efficience. C'est-à-dire qu'on part d'une matière première, et grâce à une technologie qu'on développe, qui est le fruit de notre innovation, on va multiplier l'efficience, si vous voulez, de cette matière première. C'est pour ça que chez nous, la notion d'efficience est extrêmement importante. On considère aujourd'hui que si on arrive, et je pense que l'agriculteur de demain, et je pense qu'on pourra en témoigner, mais l'agriculture de demain s'attachera à apporter les bonnes quantités, les bonnes doses de fertilisation au bon moment. Et ça, c'est extrêmement important. Ça, c'est le premier point pour répondre à la notion d'azote. Mais il y a beaucoup d'autres procédés en amont, moyens en amont, qui participent à une agriculture performante. Bretagne, terre très acide, hein, si on fait un petit peu d'agronomie. Le pH. Donc, avant de s'intéresser peut-être finalement à la fertilisation, il va d'abord s'agir de corriger le sol pour qu'il soit en mesure de valoriser à juste titre les unités qu'on va y apporter. Donc effectivement, là, c'est l'origine du groupe, c'est l'amendement, c'est-à-dire qu'on a des amendements technologiques qui permettent justement de permettre au sol d'être dans les meilleures conditions possibles pour valoriser les cultures. Et encore une fois, c'est une notion d'efficience. C'est-à-dire que si on arrive à mettre le sol dans des conditions qui vont être extrêmement propices à la juste valorisation des cultures, quelque part, avec peu de produits, on arrive à produire plus. Donc on s'attache également à nourrir le sol, à nourrir les cultures. Et je pense que c'est cette chaîne complète qui permet justement à l'agriculture aujourd'hui, dans un contexte qui est compliqué, hein, de trouver des solutions pour être capable justement de continuer à produire. Ce que M. Loéac dit est vrai. Je pense que pendant des années, l'agriculteur produisait sans trop de poser de questions. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de problème de débouché. Finalement, je ne suis pas convaincu qu'il y avait une réelle étude de l'offre par rapport à la demande, ce genre de choses. On a changé de paradigme, parce qu'effectivement, on s'est rendu compte que les matières premières, ce n'était pas forcément des choses qui étaient tout le temps accessibles, que ça pouvait devenir compliqué, qu'il y avait peut-être de plus en plus de monde à nourrir, donc il fallait peut-être être plus efficace, plus performant. Et
c'est en cela que nous, on s'inscrit dans cette transformation de l'agriculture. La performance, à mon avis, et l'efficience seront les clés de l'agriculture de demain. Et on aura les produits, on les a déjà d'ailleurs, les solutions agronomiques qui permettent en partie, bien entendu, d'y répondre. Comme vous me disiez, quand on préparait ce plateau, vous ne pouvez pas remplacer le manque d'eau, mais il existe quand même aujourd'hui des solutions qui permettent en tout cas aux cultures de résister davantage aux accidents météorologiques, aux attaques météorologiques, qui sont dans ce qu'on appelle des biostimulants et qui sont de plus en plus utilisés, en tout cas par les coopératives, par les agriculteurs des coopératives. Tout à fait, c'est-à-dire qu'on ne peut pas en tant que tel remplacer certaines matières premières. Je considère que l'eau est une matière première, puisqu'effectivement elle est un élément constitutif du développement d'une culture. Par contre, il y a beaucoup d'autres choses qu'on va pouvoir faire à côté. On va pouvoir apporter les clés à la plante, à la culture, pour résister de manière plus efficace à certains stress, les stress hydriques notamment. Le fait que vous citiez les biostimulants est très intéressant, puisque on a été à l'origine de la création de ce biostimulant sur le marché. Le biostimulant, aujourd'hui, on en parle un peu partout, parce que c'est un produit qui fait ses preuves, qui permet effectivement d'apporter certaines résistances aux cultures. Ce sont des solutions qui viennent compléter les pratiques peut-être que l'agriculteur avait de manière ancestrale, la fertilisation simple, l'amendement. Je pense qu'il y a beaucoup de clés aujourd'hui, beaucoup d'innovations qui vont permettre, non pas de substituer encore une fois les matières premières, mais de donner les moyens à certaines cultures de résister face à des stress qu'on connaît plus fréquents, peut-être plus intenses, on le voit depuis quelques années. Donc effectivement, ça va faire partie de plus en plus des habitudes, je pense, culturelles de l'agriculture. Avant de donner la parole à Swazik, puisqu'on parle des agriculteurs, on a une agricultrice qui est là. Je vais commencer par la donner à Jean-Baptiste Moussière, puisque pour le coup, vous êtes aussi dans la chaîne, en contact évidemment en permanence avec les éleveurs. Vous disiez que là, ce qui était compliqué, effectivement, c'est de gérer l'inflation des prix sur les matières premières, et qu'on ne peut pas faire avec ce qu'on n'a pas. Il faut faire avec ce qu'on a. Voilà, clairement. Alors, je vais paraphraser notre cher président de la République. On est passé d'un monde d'abondance, et c'est extrêmement vrai dans tout ce qui est intrant agricole, à un monde, alors je ne vais pas dire de sobriété, mais là c'est un peu plus que ça dans le moment. On est sous perfusion. C'est-à-dire que ce qu'on voudrait acheter normalement par bateau entier, on peut l'acheter par demi-camion au niveau français. Donc oui, il va falloir qu'on s'habitue à travailler avec moins. Par contre, là, pour moi, il y a une opportunité, parce que dans chaque crise, il faut réussir à trouver des opportunités, c'est aussi se remettre en question. On est passé d'une agriculture post-Seconde Guerre mondiale où on demandait de produire coûte que coûte. On avait toutes les matières premières, on avait tout à disposition, et on y allait. C'est l'agriculture qu'ont pratiqué nos parents, grands-parents. Et là, on se rend compte, oui, les ressources sont finies, donc comment mieux les travailler ? Donc c'est possible avec des solutions comme les biostimulants, revenir déjà aux fondamentaux du sol, parce que l'innovation, parfois, c'est aussi se rappeler ce qui marchait avant. C'est pas juste se dire, tiens, comment on va se creuser la tête pour sortir un nouveau produit. Non, rappelons-nous comment on travaillait avant qu'on ait ces béquilles-là. Et clairement, l'agronomie, retravailler les sols, ne plus voir le sol comme un substrat, mais réellement, je nourris mon sol nourrira la plante. C'est plus à moi de dire, ma plante fait des racines, j'ai juste besoin de quelque chose pour qu'elle pousse, et puis je vais lui amener sous perfusion tous les éléments minéraux. Non, retravaillons de la base. Et oui, si on veut être au rendez-vous en termes de rendement et qualité, par contre, on est obligé d'amener des intrants. Faut pas se voiler la face. S'il y a de tels écarts de rendement entre l'agriculture conventionnelle, qui est quand même de plus en plus verte, et l'agriculture biologique, c'est parce que sans ces éléments-là, on n'arrivera pas à nourrir tout le monde. Et ça, oui, je veux bien entendre qu'on puisse nourrir localement sur des circuits courts, mais demandons à la banlieue parisienne et à Paris intramuros de se nourrir uniquement en circuit court. Je pense qu'il n'y aura plus beaucoup de Parisiens à la fin de l'année. Donc je reviens quand même à l'idée de départ, parce que j'ai tendance à... Ils sont tranquilles, les Parisiens, oui. Mais non, il y a énormément de choses à aller chercher. Oui, il faut que chaque unité soit valorisée le mieux possible, mais c'est exactement la même logique qu'on a sur les sites industriels. Tant que l'énergie n'était pas chère, investir pour économiser de l'énergie pas chère, ce n'était pas la priorité. Investir pour économiser de l'énergie chère, c'est même plus de la démarche
écologique, c'est juste du bon sens économique. Et on va aller dans ce sens-là. Donc ça passe à la fois par la sobriété, un appel à la sobriété, donc effectivement des propos tenus par M. Macron, et par aussi l'innovation, mais alors une innovation qui revient aussi sur le savoir-faire d'antan, les bonnes pratiques, le bon sens, l'innovation du bon sens, ça se dirait ça? C'est un peu oxymorien. Je pense qu'on a parfois oublié le bon sens, parce qu'on demandait, oui, aux producteurs de produire, à la coopérative de collecter, et puis aux distributeurs de distribuer. Chacun avait bien son rôle, sans trop se soucier de l'étape d'après. C'est ce qui était dit précédemment. Et là, on revient vraiment sur des fondamentaux. Nous, au niveau de la coopérative Even, on a tendance à dire qu'on fait du circuit court. On travaille avec des agriculteurs locaux, on transforme localement et on dessert un marché local. Alors oui, c'est de la grande échelle. C'est pas de l'ultra-localisme sur le canton. Mais il y a ces notions-là. Et l'innovation, oui, il y a se ressouvenir de ce qui fonctionnait avant, parce que toute innovation quand même part de qu'est-ce qui marchait avant et comment est-ce qu'on peut l'optimiser, mieux le rendre plus efficient. Mais aussi, aujourd'hui, la recherche nous permet quand même de nous projeter vers des nouvelles solutions. Les biostimulants, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça marchait, mais on savait que ça marchait, on ne savait pas trop pourquoi. Là, ça y est, on arrive à expliquer les mécanismes biologiques qui se passent dans la plante, pourquoi elle résiste mieux au sec. Par contre, la grosse difficulté pour nous, c'est que l'innovation, elle est chez nos fournisseurs. Et pour tester ces innovations-là, c'est du temps long. Parce que l'agriculture, ça reste du temps long. Quand on veut renouveler un troupeau, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Quand on veut tester un produit sur une culture de céréales, il faut au moins 1 an, parce que on sème les céréales à l'automne pour les récolter à l'été. Et alors cette année, ce n'est pas le cas, mais il y a 2 ans, on avait lancé des essais biostimulants pour le stress hydrique. On s'est retrouvé avec de l'eau comme jamais. Donc, il faut au moins des cycles de 3 ans, 4 ans pour pouvoir avancer dans ces domaines-là. Et on sent bien que la société aimerait aller plus vite, mais l'agriculture, c'est du temps long. Et on ne peut pas, même par honnêteté envers nos fournisseurs, on ne peut pas dire, bah oui, il y a une innovation, on va travailler ensemble à plein potentiel. Non, il faut d'abord qu'on teste, qu'on valide, et qu'on arrive aussi à convaincre les consommateurs et les agriculteurs d'utiliser ce type de produits-là. Là, c'est là qu'on se rend compte qu'on a été un peu long au démarrage, puisqu'effectivement, les urgences là arrivent, les urgences d'efficacité, d'efficience, de sobriété, mais comme vous dites, ça se met en place tranquillement, mais avec efficacité. Le temps long, Soisic-Trottel, c'est exactement ce dont on a parlé quand on s'est eu au téléphone. Vous êtes donc éleveuse à Saint-Calguildo. Vous avez des vaches laitières, vous avez aussi quelques hectares pour produire la nourriture pour vos bêtes. Vous êtes en plus issu d'une reconversion, puisque vous étiez dans le milieu de la santé avant. Et ce qui a peut-être fait aussi cette sensibilité, on va en parler, de la manière d'envisager le bien-être animal, l'alimentation et tout ça. Mais c'est ça que vous me disiez, en fait, c'est que votre mari, lui, était agriculteur avant vous. Il y a cette pression, cette obligation, c'est depuis 50 ans, c'est à vous de vous adapter aux différentes produisez plus, produisez mieux, produisez moins cher. Et vous dites stop, il faut ce temps long parce qu'il y a des saisons et que nous, agriculteurs, on ne peut pas faire des miracles. C'est un métier du vivant. Voilà, c'est tout à fait ça, c'est un métier du vivant, donc on ne transforme pas les choses du jour au lendemain comme ça. Donc on a la chance d'être accompagné par les entreprises qui innovent, mais eux aussi, le temps de l'innovation, il est très long aussi. Donc entre le temps de l'innovation et le temps de la réalisation, ça peut prendre plusieurs années. Donc on comprend bien, on est habitué dans une société où tout va vite, où on veut des résultats tout de suite. En matière d'alimentation et d'agriculture, ça, c'est pas possible. Alors ça, vous faites partie d'Agriculteurs de Bretagne qui met beaucoup d'énergie et beaucoup de conviction pour communiquer là-dessus, parce que c'est aussi une histoire de pédagogie, de communication et de rappeler, parce que les Français, ils aiment bien leurs paysans, mais ils n'aiment pas leur agriculture. Donc il faut juste un peu leur rappeler tout ça. Donc quelles sont les différentes actions qu'Agriculteurs de Bretagne a menées justement pour essayer de rappeler ça un petit peu aux consommateurs? En fait, Agriculteurs de Bretagne, c'est une association qui est composée d'agriculteurs. C'est une association qui est apolitique et asyndicale. Chacun est libre de venir avec ses convictions, mais malgré tout d'expliquer ce qu'est l'agriculture dans son sens général, puis après d'expliquer ce que nous, on fait chacun dans nos élevages.
Donc pour ça, il y a des reportages qui sont diffusés sur les réseaux sociaux, en particulier sur Facebook et Twitter. Donc pendant une semaine, il y a un agriculteur qui explique sa façon de travailler. Et puis aussi, il y a des rencontres qui se font à diverses occasions. Donc cet été, il y a eu une tournée d'été des marchés. On a été présents sur les 4 départements. Et donc on a pu toucher 17 000 personnes au total, où pendant la matinée du marché, on expliquait ce qu'étaient nos métiers. Et puis il y avait des animations plus ludiques pour attirer les gens, évidemment. Mais les questions qui revenaient le plus pour le coup de ces consommateurs sur vos métiers, c'était quoi? Alors cette année, c'était beaucoup sur la sécheresse, évidemment, sur comment les cultures résistaient à la sécheresse, comment les animaux s'adaptaient à cette sécheresse, comment nous aussi on la vivait, évidemment, parce que ça nous concerne. Il y avait aussi, je ne saurais plus trop vous dire. Enfin bon, c'était plutôt d'actualité, quoi. Oui, c'était vraiment l'actualité, puis les pénuries aussi qui arrivent, hein, évidemment, c'est un souci qui concerne tout le monde. Alors, pour le coup, vous ne l'avez pas dit, je ne l'ai pas dit au départ, mais vous pensez que pour vous, la souveraineté agricole et l'agriculture de demain, elle passe évidemment par l'innovation. On l'a vu avec, entre autres, les biostimulants et puis la recherche et le développement. Mais vous m'avez parlé aussi beaucoup de coopération. Vous faites partie d'une association qui va à Madagascar, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Et là, vous avez un message aussi à passer sur la manière aussi d'aller chercher les savoir-faire, là où ils sont le plus victimes que nous de la sécheresse ou de trop d'eau. Oui, c'est ça. Je fais partie d'une association qui s'appelle AFDI Bretagne et qui est en partenariat avec des paysans maliens et malgaches. Et donc, j'ai eu la chance d'y aller, moi, avant le Covid, en 2019, mais où j'ai vu ce que c'était vraiment que de travailler en grande période de sécheresse, parce que eux, Madagascar, c'est quand même pas un pays qui a beaucoup de chance, hein, parce que les paysans là-bas se débrouillent avec ce qu'ils ont. Il n'y a plus d'infrastructures, donc ils peuvent produire, mais ils ne peuvent pas forcément aller vendre, finalement. Et donc, il y a tout ça, mais en même temps, ils ont malheureusement de l'avance sur nous sur ce problème de sécheresse. Et eux, ils arrivent à s'adapter avec leurs moyens. Mais on se dit que nous, on leur apporte notre aide technique. Il y a parfois des techniciens de coopératives qui vont là-bas justement voir comment ils travaillent pour leur donner des conseils, mais aussi pour prendre aussi des conseils. Et il y a plein de choses à faire en partenariat, quoi. Même sur la génétique animale. On sait bien que le parasitisme ou le microbisme va changer chez nous parce que justement la sécheresse va arriver. Eux, là-bas, ils ont déjà ces connaissances, quoi. Mais donc, le fait, c'est se dire, on peut travailler en bonne intelligence, aller chercher ce qu'il nous faut, mais aussi rendre. Enfin, on ne va pas juste se servir avec ce qu'on peut découvrir là-bas. Il faut que ce soit vraiment en partenariat. Admire la notion de souveraineté agricole ou même de souveraineté alimentaire. Elle va avec la notion de solidarité agricole et alimentaire. On sait très bien que la France est en manque de blé et pourtant elle en exporte, mais elle en exporte à d'autres pays. Et je crois que le président Macron en a parlé, mais qu'il allait falloir être aussi vigilant sur le maintien d'exportation dans des pays qui, pour le coup, ne sont pas alimentés ni par l'Ukraine, ni par la Russie ou d'autres pays qui vont être bloqués. Donc on sent que cette crise est un peu capillaire. Pour le coup, celle qu'on a aujourd'hui, d'autres vont en ressortir. Comment, chez Even, justement, se manifestent ces inquiétudes qui remontent, et notamment, pardon de parler du gaz, mais les tours de séchage de lait fonctionnent au gaz. Comment on appréhende quand même dans l'urgence là, de l'actualité ces choses-là? Alors, moi, je ne travaille pas sur la partie laitière au niveau de la transformation, mais clairement, oui, sécher un produit qui est principalement composé d'eau, c'est énergivore. Par contre, on sait très bien que si on parle de souveraineté alimentaire, il y a des produits dans lesquels c'est compliqué de produire du lait. On a besoin de leur envoyer du lait en poudre pour la nutrition infantile, pour l'ensemble des besoins. Donc oui, il ne faut pas voir la souveraineté aussi que par sa petite lorgnette ultra locale, même à l'échelle bretonne. Parce que si demain, nous, on arrive à bien vivre parce qu'on a de quoi manger, mais que toute la ceinture méditerranéenne meurt de faim, il y aura des mouvements et des flux migratoires monstrueux. On en parlait tout à l'heure, avant de parler de souveraineté
militaire, stratégique, c'est déjà réussir à donner à manger à tout le monde pour que, au moins, cette question-là n'en soit pas une. Après, sur tout ce qui est énergie, on est obligé de s'adapter. Donc, est-ce qu'on fait tourner tous les outils industriels ou pas? Est-ce qu'on essaie de saturer les lignes? Avec les sécheresses, c'est aussi essayer de faire des plus grandes séries pour diminuer les temps de lavage entre deux séries, parce que dès qu'on lave, c'est de l'eau. Et aujourd'hui, on voit bien que c'est compliqué. Mais après, alors ce qui marque un petit peu le groupe Even, c'est qu'on innove dans la durée. C'est-à-dire que ce n'est pas cette crise qui va faire changer nos méthodes de travail du jour au lendemain. On a des couvertures de gaz qui sont correctes. Il y aura des impacts sur les coûts de production. Heureusement pour nous aujourd'hui, les marchés laitiers sont quand même plutôt favorables. Donc on arrive, bon an, mal an, à limiter ces impacts chez nous. Mais cette crise en Ukraine, moi je trouve qu'elle est très révélatrice de ce nombrilisme qu'on a tous pu avoir pendant très longtemps, en disant l'économie mondiale fonctionne, tout va bien, tout se passe bien chez moi, et en fait on se rend compte, non, on a besoin de producteurs d'engrais locaux, d'agriculteurs locaux et de transformation locale. Mais local ne veut pas dire oublier le reste. Alors, au téléphone, vous me disiez, Monsieur Souris-Lavergne, l'agriculteur d'il y a 5 ans, si dans 5 ans on retourne le voir, soit il a complètement changé, soit il a disparu. Je pense qu'il faut partir du principe, et encore une fois le contexte a tendance à nous donner raison dans cette analyse, qu'il faudra changer. Il faudra que le monde agricole change, il faudra que, je pense, les pratiques agricoles évoluent. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas d'ailleurs, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites et on voit des nouvelles techniques de travail. On entend parler beaucoup, par exemple, d'agriculture de conservation des sols, qui sont des pratiques, comme disait Jean-Baptiste, qu'on a peut-être connues dans le passé il y a très longtemps, mais qui reviennent au goût du jour. Qu'on considère le sol comme un capital, ça a peut-être été oublié un petit peu ces derniers temps, alors que c'est vraiment le sol pour un agriculteur, c'est comme la voiture pour un chauffeur de taxi. Si il n'y a pas de sol, il n'y a pas de travail. Donc c'est des choses qui sont extrêmement importantes, et je préfère considérer effectivement qu'il y aura nécessité à changer les choses parce que ça nous permet d'avancer. Et comme le disait Jean-Baptiste, chez Timmack Agro, c'est pareil, l'innovation fait partie de l'ADN. Donc on n'a pas attendu que le monde évolue, que le monde change pour se poser la question de savoir quels seraient les besoins de l'agriculteur de demain. Et c'est nécessaire, je pense, de systématiquement se remettre en cause et d'essayer d'anticiper. Ce n'est pas toujours évident, mais on a la chance, encore une fois, chez Timmack Agro, de pouvoir prendre la température de cette agriculture au travers on a à peu près 350 techniciens commerciaux qu'on appelle des ATC qui comprennent, qui sont au devant des agriculteurs chaque jour. Donc ça nous permet d'avoir une vision assez juste, extrêmement réactive des transformations de l'agriculture et des besoins de l'agriculture, et donc forcément de les anticiper pour pouvoir développer les solutions innovantes, j'allais dire de demain, mais d'aujourd'hui également. Donc il faut considérer de toute façon que les choses seront amenées à changer. Oui, la recherche et le développement, vous me disiez, elle ne vient pas d'en haut, elle vient du terrain. Tout à fait, parce qu'il faut que ce soit une recherche appliquée. Alors, en tout cas à notre niveau, je ne dis pas que la recherche fondamentale dans des instituts est vaine, bien au contraire, mais on essaie d'être très pragmatique parce que le métier d'agriculteur, forcément, c'est un métier très pragmatique. Il faut qu'ils soient en capacité de produire, c'est leur revenu. Et derrière, c'est ce que disait Jean-Baptiste. La première question, je pense, avant de pouvoir se poser cette question, c'est savoir comment on nourrit la population qui est sur cette planète Terre. Donc il y a des enjeux qui sont énormes. Et je pense que c'est quelque chose dont on prend conscience, certes, au travers de ces crises-là, mais il y a beaucoup d'acteurs qui essaient d'innover à marche forcée, justement, pour pouvoir anticiper ce que sera le monde de demain. Jean-Baptiste Boussière, vous me disiez que de toute manière, dans l'avenir, on est dans une terre de polyculture en Bretagne, mais on va peut-être se retrouver à devoir faire des changements d'élevage variétal, de culture, parce que le sol va peut-être évoluer. En tout cas, la météo ou le climat, selon la gravité, va changer, et que peut-être qu'il va falloir aussi ne pas se couper de l'environnement et entendre. Clairement, les choses évoluent. Pour la première fois, ou peut-être la deuxième année, j'ai vu du tournesol dans le Finistère. Donc oui, les pratiques évoluent, les cultures vont évoluer, vont encore être amenées à évoluer. Par contre, pour moi, il y a une chose qui est importante, c'est le maintien de l'élevage. Parce que,
alors, on a fait quelques observations avec différents agriculteurs sur des sols riches en matière organique ou pauvres en matière organique. Clairement, un sol d'éleveur riche en matière organique stocke mieux l'eau. En période de sécheresse, si on peut garder un peu de fraîcheur dans le sol plus longtemps, c'est d'autant mieux. Donc les pratiques vont changer, mais c'est toujours pareil. On nous demande, et on a demandé à l'agriculture d'évoluer très vite, et d'un jour à l'autre, parfois de façon complètement diamétralement opposée. Donc là-dedans, l'innovation, c'est un jour, il faut que je cherche comment produire plus coûte que coûte. Le lendemain, c'est comment produire mieux avec moins d'intrants. Le coup d'après, c'est comment produire quasiment sans rien. Et puis là, on revient à non, on va essayer juste de produire autant, de meilleure qualité, mais pas cher, bon pour la planète, bon pour le consommateur. À un moment, il faut aussi qu'on arrive à canaliser dans quel axe on veut aller chercher. Parce que si je reviens sur les tendances de consommation, on voit bien que le français est complètement schizophrène entre le consommateur et le citoyen. Il va vouloir du bio partout. Par contre, dans les étals, il va se ruer sur du premier prix de Leclerc, Carrefour ou autre. Et c'est là où, quand on veut essayer d'innover, c'est compliqué, parce qu'il y a des tendances de fond qu'il faut être capable de capter et qui ne sont pas simples à voir pour nous qui avons la tête dans le guidon, et encore plus pour tout le secteur agricole. L'innovation, elle est peut-être là aussi, Soisix Trotel, c'est que c'est aussi dans vous, votre manière de vivre votre métier d'agriculteur. L'innovation doit être aussi au service du métier, parce que de plus en plus, on en parlera sur d'autres tables rondes, d'autres plateaux, sur, alors pas la grande démission, mais je veux dire en tout cas la reconversion, l'inversement du recrutement, j'ai envie de dire. Vous aussi, en tant qu'agriculteur, vous avez envie de penser à des week-ends, de penser à moins de pénibilité. Et de plus en plus, les jeunes agriculteurs, jeunes ou en reconversion, qui s'installent, ont une vraie demande de qualité de vie comme tout le monde. Donc ça va passer par l'innovation, ça va passer par du numérique, ça va passer aussi par une autre manière de vivre et de faire son métier. Oui, tout à fait. Enfin, moi, je parle en tant qu'éleveuse, mais l'éleveuse, c'est 24 heures sur 24, 365 jours par an. Il n'y a pas le choix. Mais on sent bien que les générations qui arrivent, ou celles qui s'installent, elles ont envie, elles ont plus cette façon de vouloir se consacrer entièrement à ce travail, et tant mieux. Moi, j'ai envie de dire tant mieux, parce qu'on n'est pas corvéable à merci non plus. Mais c'est vrai qu'il faut que les innovations qui seront faites, que ce soit en termes de mécanisation, de numérique, de culture, de pratique aussi, de pouvoir déléguer aussi certaines tâches à d'autres entreprises pour pouvoir se libérer du temps, ce sera primordial, sinon demain il n'y aura plus d'agriculteurs non plus. Voilà, on n'est plus au temps du Moyen-Âge, les serfs c'est fini, donc voilà. Alors Yuen Loyac, justement, j'en reviens à ça, ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir redonner de la valeur aussi à l'alimentation. Est-ce que le français, puisque vous êtes quand même sur un corpus qui est peut-être pas international, mais je me trompe, peut-être vous allez beaucoup plus loin dans vos recherches, mais en tout cas dans les tendances d'alimentation végane, flexibilité, consommer moins de viande et tout ça, est-ce que finalement le problème, c'est pas aussi la valeur qu'on donne à l'alimentation, le rapport à son coût? Les gens veulent manger du bio, mais ils veulent manger du pas cher. Et on sait que dans l'agriculture conventionnelle, le coût de production ne se ressort pas forcément au niveau du prix. Comment est-ce que petit à petit, ce consommateur il va suivre là, cette montée en valeur? Parce qu'il va bien falloir qu'il suive. Il va falloir qu'il suive. Alors c'est un exemple que j'utilise dans certains de mes cours. Sur les comportements de consommation alimentaire. Si on m'enlève mon smartphone, ça me fait mal. Voilà. Peut-être que nous, ça va encore, mais la génération suivante, je meurs. Je suis au bout de ma vie. Voilà. Dans le texte. Et on sait que physiologiquement, on peut en parler à un certain nombre de médecins, etc., voire des médecins légistes. Non, on ne meurt pas de l'absence de téléphone portable. Par contre, si je ne mange pas, je meurs. Alors on pourrait faire monter le prix de l'alimentation finalement, parce que si je ne mange pas, je meurs. Sauf que c'est un droit fondamental inscrit dans
les droits de l'homme et du citoyen, l'accès à l'alimentation. Et donc on est dans ce paradoxe. Pour vivre, on a besoin de manger, en tout cas de se nourrir. On pourrait faire de la sociologie de l'alimentation. En tout cas, on a besoin de mettre du carburant dans le moteur. A fortiori, dans certaines cultures, on aime en plus manger bien, bon, beau, avec une histoire qu'on nous raconte, etc. Ça, c'est plutôt les Français. Donc ça en fait un groupe potentiellement assez complexe là-dessus. Mais c'est très facile à dire, très difficile à faire. Accepter collectivement que l'alimentation est certes un droit, mais un droit qui nécessite de rémunérer toute une filière. Et donc ceux qui produisent, tout en préservant les sols, en les utilisant, en ayant une maîtrise de toute cette chaîne pour avoir quelque part les impacts les moins forts possibles. Donc accepter de payer plus cher pour un certain nombre de personnes, c'est faisable. Pour d'autres, c'est très complexe. Et donc c'est derrière trouver l'accompagnement pour se dire tout le monde peut avoir accès à l'alimentation, à une alimentation diversifiée. Un coût pas trop élevé, mais ça doit. C'est peut-être que le coût il doit être plus élevé pour certains que pour d'autres. Et puis bien sûr, le choix, choisir ce que je mange est quelque chose de fondamental. Alors on a moins mais mieux. On a aujourd'hui des indicateurs qui permettent de faire des choix dans notre alimentation en fonction de nos sensibilités. Et quelque part, il faut s'approprier ces sensibilités-là pour ensuite dire je vais aller sur certaines catégories de consommateurs. Mais pour des questions d'inégalité sociale, sur les ménages les plus pauvres, c'est un réel problème. Et donc comment on s'organise aussi pour permettre à tout le monde d'avoir accès à l'alimentation de qualité, mais qui rémunère l'ensemble des filières. Et donc là, c'est partage de la valeur au sein des filières. Je vais être honnête, je pense que l'alimentation n'est pas assez chère, mais par rapport au travail qui est fait, notamment par les producteurs. On va dire, pour certains produits qui ne coûtent pas très cher à faire, ils peuvent rester pas chers, mais je pense à des transformateurs de produits laitiers, de produits de viande, etc. Généralement, la rémunération par rapport au travail n'est pas très forte. Et souvent, eux-mêmes, je pense au marché, là, ne mettent pas les produits assez chers. Et on va dire, mais c'est déjà cher, 2-3 euros, parce qu'eux se rendent compte que tout le monde ne peut pas acheter sur le marché, mais eux, ça les rémunère à peine. Donc c'est le serpent qui se mord la queue, là, on n'a pas de solution. De cercle vicieux, donc il n'y a pas vraiment de solution, mais là, par contre, une réflexion, quand monsieur parlait tout à l'heure, je pensais à la maîtrise du sol, ça nous oblige à réfléchir à c'est quoi un sol. Est-ce que je dois mettre, comme vous êtes du Nord Finistère, du Lyon, est-ce que je dois mettre du chou-fleur partout, ou est-ce que je dois étudier mon sol et dire celui-là il est plutôt pour du chou-fleur, celui-là il est plutôt pour autre chose, et là j'optimise en fait. On sait faire pousser des choses sur des champs de cailloux. Est-ce que c'est optimal? A priori non. Mais, donc voilà, il y a une réflexion à conduire, mais en prenant en compte toutes les parties prenantes, en collaborant, en échangeant et en essayant de faire mieux sans tirer la couverture vers soi. Il y a un objectif, réduire les inégalités, que tout le monde ait accès à l'alimentation de bonne qualité et pour rémunérer tout le monde. Ça fait beaucoup de paramètres dans l'équation. En tant qu'économiste, on aime bien les équations simples. Là, il y a beaucoup de paramètres quand même. Pour terminer sur ce sujet, on l'a vu, souveraineté agricole, c'est la sobriété, c'est la coopération, c'est la recherche et le développement, l'innovation. Monsieur Souris-Laverne, c'est surtout pas le repli sur soi, en tout cas. Quand on parle de souveraineté, le mot peut être un petit peu tendancieux. C'est surtout pas non plus d'arrêter de travailler à l'international, mais c'est en tout cas assurer ses approvisionnements, assurer des plans B. On est sur des interdépendances qui existeront de toute manière toujours. Oui, mais c'est surtout, je pense, analyser correctement les situations, voir quel est le contexte. Je considère que dans beaucoup de cas,
il y a toujours une solution, hein, on trouve toujours une solution, il faut être positif. Je pense que c'est extrêmement important que chaque élément du corps agricole, l'agriculteur, le distributeur qui est un acteur majeur, le fournisseur communique pour essayer de trouver des solutions. Et à mon avis, c'est le dynamisme de cette chaîne-là qui fera que les solutions seront trouvées. Alors, encore une fois, quand il n'y a pas d'eau, bon, il y a des phénomènes qui sont extrêmement compliqués, mais je pense qu'il existe toujours des solutions pour être capable de réduire ces effets-là, ou en tout cas, quelque part, j'emploie le mot, mais de faire résister les cultures ou limiter la casse. C'est extrêmement important. Jean-Baptiste l'avait dit, mais il y a également cette nécessité de s'intéresser au sol, à ce qu'il y a dans le sol, donc revoir un petit peu peut-être les paradigmes. Il y a des solutions qu'on développe chez nous qui permettent justement de venir chercher les unités fertilisantes qui sont dans les sols. Donc le sol peut être riche, donc il existe cette façon également de s'affranchir quelque part d'une partie des matières premières, même si ça ne fait pas tout. Donc je pense que cette innovation que l'on retrouve sur tous les maillons de la chaîne, hein, que ce soit l'agriculteur, le distributeur, effectivement, de par ses sites industriels, ses manières de voir les choses, etc., et le fournisseur, de par l'innovation propre qu'il apporte, on se doit et on est en mesure, en tout cas, de freiner des phénomènes qui peuvent paraître extrêmement compliqués et de faire que, justement, cette agriculture continue de se développer. Mais il faut effectivement, je pense, et c'était le mot d'introduction du président de la région, il faut jouer collectif. Il faut jouer collectif, et c'est ce qu'on s'attache à faire, effectivement. Oui. J'allais donner le mot de la fin à Soisic Trottel, mais je vois, Monsieur Moussière, vous aviez écrit 2-3 trucs sur votre papier, donc je vais vous laisser. Oui, non, moi je vais juste revenir sur le jouet collectif. Alors, c'est un petit peu, on va dire, un pléonasme pour quelqu'un qui travaille dans une coopérative, mais on a besoin de travailler ensemble. C'est pour ça qu'on travaille avec d'autres coopératives aussi sur ces axes d'innovation, parce que aujourd'hui, on n'est plus concurrents, on est tous dans le même bateau à devoir avancer dans la même direction. Et il y a énormément de partenariats qui se montent entre structures pour essayer d'accélérer ces recherches-là, parce qu'on parle souvent de l'agriculture comme étant un des premiers facteurs du changement climatique. Moi, je voudrais surtout dire que l'agriculture est la première victime du changement climatique. C'est le métier qui est le plus impacté dans son quotidien par ces changements-là. Donc, on a besoin d'avancer très vite sur ces éléments-là, et surtout dans toutes les innovations qu'on va pouvoir détecter, faire avancer, il faut qu'on arrive à créer de la valeur chez les agriculteurs. Parce que si la base périclite, toute la filière tombera avec elle, et là, ce serait dramatique. Donc, il faut vraiment qu'on reparte de la base pour recréer de la valeur à la base, parce que donc, moi, j'ai travaillé dans l'agroalimentaire, j'ai fait le parcours inverse, je suis parti de la fourchette pour aller jusqu'à la fourche. Et en fait, à chaque fois, on fait de l'innovation pour soi-même, pour créer de la valeur chez soi. Et non, là, il faut qu'on arrive à faire de l'innovation collective pour recréer de la valeur à la base, pour pérenniser l'agriculture de demain, parce qu'il y a un changement de génération qui arrive, et on pourrait avoir de très grosses surprises dans les 15 ans à venir, si on ne se remet pas en question. Soisic Trottel, la dernière question, elle est pour vous. Vous étiez aide-soignante avant de faire la reconversion d'agricultrice. Est-ce que dans 5 ans, assurément, vous serez encore agricultrice parce que vous tenez bon et que vous avez entendu, effectivement, vous tenez à ces valeurs-là et à ce métier? Oui, moi, je l'ai découvert parce que mes parents n'étaient pas non plus agriculteurs, mais oui, moi, j'ai trouvé des valeurs, vraiment. Il y a vraiment de la solidarité entre les paysans, même si des fois, il y a des histoires, hein, on ne va pas... Voilà, chacun, enfin voilà. Quand il y a une petite parcelle qui se libère, bon, on n'est plus dur dessus, mais il y a quand même tout se dire. Enfin, on a tous conscience de ce pourquoi on fait ce travail, c'est pour nourrir la population, et que ça c'est très important, et que on est tous dans le même bateau. De toute façon, on attend. Enfin, moi je voudrais même pas réintervenir après ce qu'a dit Jean-Baptiste, parce que c'était tellement beau. Enfin, il faut vraiment que nous on crée, enfin, qu'il y ait de la valeur qui soit créée à notre niveau, à nous, pour que ça perdure. Et puis voilà. Et si je voulais juste faire une petite digression, on parlait de production et tout ça, mais il faut vraiment qu'on travaille sur le gaspillage surtout. Parce que ça ne sert à rien de produire de la valeur, de produire quelque chose si pour que ça finisse à la poubelle derrière. Il y a tellement de gens, comme vous le disiez tout à l'heure, qui n'ont pas les moyens vraiment de se nourrir comme ils aimeraient. Mais on en jette presque 40% à la poubelle. Donc là, il y a un gros problème. Je ne sais pas comment le résoudre. Si je le savais, je serais ailleurs. Mais
Et en ce qui concerne mon métier, je n'en sais rien où je serai dans 5 ans. Donc j'espère que j'y serai toujours. Je le souhaite. Et j'espère que notre exploitation, nous, elle sera bientôt à transmettre. Ça va faire partie des 5 ans, après les 5 ans. Mais vraiment, j'aurai de la fierté à ce qu'elle soit reprise, soit par un de nos enfants ou par quelqu'un d'autre, peu importe, mais que ce métier-là, il perdure vraiment. Voilà. Merci C'est ce que je beaucoup. souhaite. Merci beaucoup. Merci à vous 4 et un grand merci pour cette participation. Et effectivement, formation, transmission en agriculture, c'est aussi important. Mais il y a d'autres plateaux pour en parler. Bon appétit et bonne journée.